J'écris dans un carnet en cuir chaque soir avant de me coucher. Depuis 5 ans maintenant. Une ligne, juste une. Quelque chose que j'ai fait pour moi ce jour-là. Certains jours, c'est suis allé à la côte, fenêtre ouverte. D'autres jours, élu pendant 3 heures et n'ai pas répondu au téléphone. Et certains jours, plus souvent qu'on ne le pense, l'entrée dit simplement acheter le fromage cher. J'ai 82 ans et je vis seule dans la maison où j'ai vécu pendant 41 ans. Et chaque pièce, enfin, m'appartient. Pas à un rôle, pas à un emploi du temps, pas à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce que je devrais faire de mon temps. À moi. Si vous êtes une femme qui a passé toute sa vie à être nécessaire et que vous commencez à vous demander si quelqu'un, dans votre vie, vous a un jour demandé ce dont vous aviez besoin, restez avec moi. Ils m'appellent égoïste. Ma fille le dit, mon fils le sous-entend. La moitié des femmes de mon église à Atlanta le chuchotent derrière leur bulletin. Et j'ai envie de vous raconter chaque chose que j'ai faite pour mériter ce mot, parce que c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Noël 1987. Je cuisinais depuis 2 jours d'affilée. Dinde, jambon, farce au pain de maïs, gratin de patates douces, 3 tartes, 2 clafoutis, des œufs mimosa pour la mère de Frank. Que Dieu nous vienne en aide si Margaret Caldwell franchissait cette porte sans voir des œufs mimosa sur la table. 23 personnes devaient venir le lendemain. J'avais emballé tous les cadeaux, repassé les nappes, dressé la table à minuit la veille, astiqué l'argenterie que nous n'utilisions qu'à Noël. Et la fois où le pasteur était venu dîner. Et puis j'ai brûlé les petits pains. Je ne veux pas dire que je les ai trop cuits. Je veux dire que je les ai oubliés. 45 minutes dans un four chaud. Des petits disques noirs fumant sur la plaque. Et je me suis assise par terre dans cette cuisine, une fleur accrochée à mon tablier, les mains tremblantes, une trace de beurre sur le front que je ne savais même pas y être. Et j'ai pleuré comme si quelque chose en moi venait de se briser net. Frank m'a trouvé là, mon mari, Frank Caldwell. Nous étions mariés depuis 38 ans et je l'aimais sincèrement pour chacune de ces années. Il est entré dans la cuisine en pantoufles, toujours avec la télécommande de la télé à la main. Il regardait un match de football et il s'est agenouillé, m'a relevé, a essuyé la fleur sur mon épaule et a dit « Chérie, tu n'es pas obligée de tout rendre parfait. » Puis il est retourné au salon, dans son fauteuil, devant son match. « Maintenant, il faut que vous m'écoutiez bien. » Il l'a dit avec amour. J'ai eu 26 ans depuis la mort de Frank pour retourner cette scène dans ma tête, comme un caillou que je fais tourner entre mes doigts. Et je sais, au plus profond de moi, qu'il n'était pas cruel. Frank a grandi en voyant sa propre mère diriger le même genre de Noël, dans le même genre de cuisine, pendant que les hommes restaient dans l'autre pièce sans que personne ne s'en offusque. Il n'a jamais remis en question cette organisation parce qu'il n'avait jamais vu autre chose. Frank montrait son amour comme son père le montrait, en pourvoyant. Il faisait des heures supplémentaires dans cette entreprise de logistique pour que je puisse rester à la maison avec les enfants. Il réparait le broyeur à déchets à 23 heures sans qu'on lui demande. Il déneigeait l'allée dans le noir pour que ce soit dégagé quand je partais le matin. C'était sa façon d'aimer. Un service sans mots. Mais voici ce que Frank n'a jamais fait. Pas une seule fois en 38 ans. Il n'est jamais entré dans cette cuisine pour me demander « De quoi as-tu besoin que je fasse ?» Il n'a jamais regardé ce repas de Noël pour 23 personnes et pensé que moi, peut-être, j'aurais besoin d'aide. Pas parce qu'il était sans cœur, mais parce que l'idée que je puisse me noyer ne lui est jamais venue à l'esprit. La machine tournait trop bien. J'avais veillé à ça. Frank aurait réparé un robinet qui fuit à minuit, mais il ne m'a jamais demandé de quoi je rêvais. Et moi, je ne lui ai jamais dit. C'est la part qui me revient. Je ne me suis jamais assise avec lui pour lui dire « Frank, je disparais dans cette vie ». Je ne l'ai jamais dit parce que je croyais, comme on croit que le ciel est bleu, que faire tourner la machine était ma raison d'être, qu'une bonne épouse maintient le foyer invisible, qu'une bonne mère porte tout et fait en sorte que ça paraisse facile. J'ai fait tourner cette machine pendant 26 Noël, 11 Thanksgiving que nous avons organisés, chaque anniversaire, chaque jour de maladie, chaque autorisation parentale, chaque rendez-vous chez le dentiste, chaque réunion avec les professeurs, chaque course au supermarché. Et la machine était si fluide, si silencieuse, si parfaitement entretenue que personne dans ma famille n'a jamais su qu'elle existait. Voilà la première chose que je veux que vous compreniez. Le sacrifice n'était pas le problème. L'invisibilité, si. Je n'ai pas seulement tout donné. J'ai tout donné, puis j'ai fait en sorte que ça ait l'air de ne m'avoir rien coûté. Et c'est un mensonge qui vous ronge de l'intérieur. Frank est mort en 2000.
Un AVC. Ce fut rapide. Il était assis à son bureau un jeudi après-midi, au travail, et le vendredi matin, il était parti. 61 ans. J'avais 56 ans. Le chagrin? Je ne vais pas vous le décrire avec des fleurs. C'était aussi terrible que vous l'imaginez. 38 ans à dormir à côté de quelqu'un, et puis le lit est vide à moitié. Et il reste comme ça. J'ai manqué du poids de son corps quand il se retournait à 3 heures du matin, le son de sa respiration, cette habitude qu'il avait de tapoter son alliance sur le comptoir de la cuisine en attendant son café. Ce petit clic, clic, clic métallique qui me rendait folle, puis qui est devenu le son qui me manquait le plus au monde. Mais sous le chagrin, environ 6 mois plus tard, quelque chose d'autre a commencé à apparaître. Quelque chose auquel je n'étais absolument pas préparée. Un matin de janvier 2001, je suis entrée dans ma cuisine et j'ai regardé le calendrier accroché au mur, celui que j'avais tenu pendant des décennies. Codé par couleur, chaque case remplie par le rendez-vous de quelqu'un, le match de quelqu'un, le dîner de quelqu'un, le besoin de quelqu'un, et il était vide, complètement vide. Pour la première fois en 38 ans, il n'y avait rien d'écrit sur ce calendrier. Personne n'avait besoin que je sois quelque part. Personne n'avait besoin que je fasse quoi que ce soit. Personne n'avait besoin de moi, tout court. J'ai regardé ce calendrier et je ne savais pas si j'étais libre ou si j'avais simplement cessé d'exister. C'est ce que font des décennies passées à construire tout son être autour des besoins des autres. Vous retirez le besoin et il ne reste plus de soi debout. Je ne savais pas quel film j'aimais. Franck choisissait toujours. Je ne savais pas ce que je voulais manger quand personne d'autre n'était à table. Je ne savais même pas quelle musique écouter dans une maison vide. J'avais passé tellement de temps à être l'épouse de Franck, la mère de Diane et Kevin, que Vivien, juste Vivien, la femme sous tous ses titres, avait été enfermée dans un placard si longtemps que je n'étais plus sûre qu'elle ait survécu. J'ai vécu comme ça pendant 2 ans, en pilotage automatique, en gardant la maison exactement comme Franck l'avait laissée, comme s'il pouvait revenir si je ne touchais à rien. Puis, à l'été 2003, je suis allée chercher le courrier et j'ai trouvé une carte postale de Barcelone. Ma amie Ruth Ann Perkins, 72 ans, dont les enfants étaient moins persuadés qu'elle avait perdu la tête, s'était offert une croisière en solo en Méditerranée. Et au dos de cette carte postale, de l'écriture de Ruth Ann, il y avait 3 mots. Vive commence à vivre. J'ai accroché cette carte postale au réfrigérateur avec un aimant de l'école primaire de Diane et je l'ai fixée pendant 2 mois. 2 mois parce qu'une partie de moi savait que Ruth Ann avait raison. Et une autre partie, celle qui était l'épouse de quelqu'un et la mère de quelqu'un depuis 1962, avait terreur de ce à quoi pourrait ressembler la vie si ça ne voulait pas dire vivre pour quelqu'un d'autre. Au printemps 2004, je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai pris le téléphone et j'ai réservé une chambre d'hôtel à Charleston, en Caroline du Sud. 3 nuits. Seule. Sans occasion. Sans raison. Sans inviter qui que ce soit. Je n'en ai pas parlé à Diane. Je n'en ai pas parlé à Kevin. J'ai fait une petite valise un mardi matin, j'ai pris la route vers le sud sur l'I-16, puis vers l'est sur l'I-95. J'ai enregistré à l'hôtel à 3 rue du Port, je me suis assise au bord du lit et j'ai failli remonter dans la voiture et rentrer chez moi. Parce que le silence dans cette chambre était énorme. Pas le silence triste de la maison après la mort de Franck. C'était une espèce différente. C'était le silence de personne n'ayant besoin de la moindre chose de moi. Aucun repas à préparer. Aucun emploi du temps à gérer, aucun appel à retourner, aucune préférence d'autrui à prendre en compte avant la mienne. J'ai failli ne pas le supporter. Mais puis, j'ai attrapé le menu du service en chambre et je me suis assise sur ce lit et j'ai lu chaque plat lentement, comme on lit de la poésie, et j'ai commandé exactement ce que je voulais. Un steak saignant, un verre de vin rouge, une part de gâteau au chocolat à 11 $ qui valait chaque centime. J'ai regardé un film que Franck n'aurait jamais regardé jusqu'au bout. J'ai laissé la lumière allumée en m'endormant et j'ai dormi jusqu'à 9 heures le lendemain matin, la première fois que je dormais après 6h30 depuis 1968. Je me suis réveillée dans cette chambre d'hôtel à Charleston et je n'ai pas reconnu la sensation. Il m'a fallu 1 heure entière pour la nommer. C'était la paix, pas le bonheur, pas l'excitation. La paix. L'absence totale de représentation, l'absence d'anticipation des besoins des autres avant même qu'ils ne les connaissent. Juste moi, dans un grand lit, avec la lumière du matin filtrant à travers de fines rideaux blancs et le bruit des calèches sur les pavés, 2 étages plus bas. Et rien, absolument rien que j'étais supposée faire.
Je suis restée là et j'ai pensé à Frank, pas avec du chagrin cette fois, avec honnêteté. Frank aurait réparé un robinet qui fuit à minuit sans qu'on lui demande. Mais en 38 ans, il ne m'a jamais demandé de quoi je rêvais. Ce que je voulais, ce que je ferais d'une vie qui serait uniquement la mienne. Et jusqu'à ce matin-là, à Charleston, je ne me l'étais jamais demandé non plus. La réponse était « Je ne sais pas encore, mais bon sang, je vais le découvrir ». La culpabilité m'a frappé comme un camion sur le chemin du retour. 3 nuits dans un hôtel, de l'argent dépensé pour mon seul plaisir, des jours que j'aurais pu utiliser pour garder les petits-enfants, ou vider le garage, ou faire n'importe quoi du tout pour quelqu'un d'autre que moi. La voix de ma mère était dans la voiture avec moi, celle de la mère de Frank, celle de Diane, même si Diane ne savait même pas que j'étais partie. Toutes ces voix disaient la même chose. C'est égoïste, Vivien. Et je me souviens avoir serré le volant quelque part sur l'I-26, seule dans cette voiture, les fenêtres entr'ouvertes, l'air chaud de Caroline entrant. Et j'ai dit à voix haute à personne. Alors je suis égoïste? Ce fut la phrase la plus honnête que j'ai prononcée en 60 ans. 2 ans plus tard, la semaine de Thanksgiving 2006, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma fille. Diane a 58 ans aujourd'hui, mais elle en avait 40 à l'époque. Elle a 2 enfants, un mari qui travaille les mêmes heures que Frank avant, et elle gère son foyer exactement comme je gérais le mien. Chaque repas planifié, chaque détail géré, chaque acte invisible de maintien effectué sans reconnaissance, ni plainte. Diane est une bonne mère. Elle est aussi une femme épuisée, et elle a appris chaque parcelle de ça en me regardant. Je l'ai appelée ce novembre-là et j'ai dit « Diane, je n'organise pas Thanksgiving cette année ». 11 secondes de silence. Je les ai comptées sur l'horloge de la cuisine. Puis Diane a dit « Alors, qu'est-ce que le reste d'entre nous est censé faire? Pas. Ça va, maman? Pas. As-tu besoin d'aide pour quelque chose? Pas. Ce n'est pas grave, on s'en occupe ici. Elle a dit « Qu'est-ce que le reste d'entre nous est censé faire? » Comme si Thanksgiving ne pouvait physiquement pas avoir lieu sur cette terre sans que je ne passe 2 jours en cuisine à le produire. J'ai répondu « Ce que vous voulez, ma chérie. C'est tout l'intérêt. » Diane ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez, parce que c'est la partie que la plupart des gens se trompent dans mon histoire. Je n'étais pas en colère contre Diane. J'étais dévastée. J'étais dévastée parce que je m'entendais en elle. J'entendais la même croyance que j'avais portée pendant 40 ans, que l'amour d'une femme se mesure à son labeur, que si vous arrêtez de produire, vous arrêtez d'être digne de l'espace que vous occupez. Diane n'était pas cruelle. Diane était exactement la femme que je l'avais formée à être. Pendant 40 ans, par l'exemple silencieux, je lui avais appris qu'une mère est un service, une fonction, une machine à fête, et non une personne avec ses propres désirs, ses propres rêves et son propre droit de dire non. Et le moment où j'ai cessé de fonctionner, Diane n'a pas su quoi faire de ce qui restait. Elle ne voyait pas Vivien debout là. Elle voyait une machine en panne, et elle voulait que je la répare. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, le sol de la cuisine, le calendrier vide, Charleston, cet appel pour Thanksgiving, j'ai cru pendant longtemps que c'était une histoire sur moi qui me réveillait, sur une vieille femme qui sortait enfin Vivien du placard et apprenait à vivre selon ses propres termes. Mais puis, en 2008, je suis allée chez Diane pour une visite et j'ai vu quelque chose qui a changé chaque partie de ma compréhension de cette histoire. Diane organisait un dîner. 14 personnes. Elle cuisinait depuis 6 heures ce matin-là. La maison était impeccable. Les enfants, lavés et habillés. Le mari de Diane, Tom, était sur le canapé avec la télé allumée, les pieds sur la table, une bière sur la table basse. Et Diane était dans la cuisine, allant et venant entre les plaques, le plan de travail et l'évier, avec cette même expression tendue que je portais avant. Cette histoire parle d'une femme qui réalise, en voyant sa fille, puis sa petite-fille, qu'elle a passé sa vie à porter seule la charge familiale sans jamais être vue comme une personne. En refusant désormais de vivre uniquement pour les autres, elle comprend que sa liberté dérange sa famille, car elle remet en question tout leur système de croyances sur le rôle des femmes. Son fils considère même sa maison comme un futur héritage, sans penser à ses besoins actuels, ce qui déclenche en elle une prise de conscience. Elle commence alors à vivre pour elle-même. Voyage, plaisir simple, décision personnelle, sans culpabilité. Sa petite-fille Maggie, au contraire de sa mère, voit en elle un modèle de liberté et comprend qu'une autre vie est possible pour une femme.
La narratrice observe aussi sa sœur, épuisée mais enfermée dans le devoir, incapable de s'arrêter par peur de perdre son identité. Au final, le récit oppose deux visions, celle de la femme sacrifice que la société attend et celle d'une femme enfin libre qui découvre qu'elle existe aussi en dehors des rôles qu'on lui a imposés.